Bonjour Karina Rosenfeld. Alors, vous êtes l'auteur entre autres de la trilogie Les Portes d'Oregon, qui vient de se clôturer ce mois-ci avec le 3e tome. Vous allez aussi sortir un nouveau titre dans la collection R de Robert Laffont. Donc, plein d'actu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ça? Que dire Oui, là, le dernier tome de la trilogie d'Oregon est sorti le 23 mai, donc ça fait un petit peu plus d'une semaine. Et ça conclut cette grande aventure des héros Mia et Josh qui se baladent dans les différents univers qui s'ouvrent dans le couloir du château d'Oregon avec tous ces tableaux qui sont des portes vers d'autres mondes. Et je suis bien contente parce que c'est une trilogie qui s'achève, vu que j'ai eu des problèmes pour la trilogie de la quête des livres mondes en raison de l'éditeur. C'est vrai que c'était un peu frustrant d'écrire pour pas arriver à un aboutissement. Et là, enfin, il y a quand même un aboutissement avec cette fin de cette aventure qui arrive, donc je suis contente. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et en effet, le 6 septembre prochain, j'ai le premier tome de Phénix, Les Cendres de l'Oubli, qui sort chez Robert Laffont pour la collection R. Donc, nouvelle aventure qui commence pour moi, et pour mes héros, et pour mes lecteurs. Et il y aura combien de tomes dans cette série? 2. D'accord, une duologie, c'est ça. Comme on l'appelle. Voilà, maintenant. D'accord. Est-ce que tu veux bien raconter un petit peu le pitch à nos auditeurs? Alors, elle est difficile à raconter cette histoire parce que il y a plein de choses qui s'imbriquent, alors il faut arriver à trouver le moyen de raconter sans dévoiler l'essentiel. Alors en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à notre époque, qui va à la fac, elle fait sa rentrée à la fac dans le sud de la France. Donc nouvelle aventure pour elle, elle a eu son bac, elle commence sa licence de lettres. Et alors qu'elle a une vie quotidienne très classique, on va dire, qui ne sort pas de l'ordinaire, on suit son quotidien. C'est-à-dire que là j'ai écrit un roman qui n'est pas un roman d'aventure, c'est pas une aventure avec des mondes, avec des poursuites, avec du suspense de qu'est-ce qui va se passer là, avec un méchant, avec tout ça. C'est une histoire qui est plutôt lente et quotidienne, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le quotidien de l'héroïne, on la suit jour après jour. Et on découvre avec elle plein de petites choses mystérieuses qui s'insèrent dans son quotidien. Ça commence par des grains de beauté qui apparaissent, ensuite il y a des rêves récurrents qu'elle fait dont elle ne comprend pas vraiment le sens. Des réflexions que lui font 2 camarades qui sont avec elle dans sa promotion de licence, qui ont l'air de la connaître déjà alors qu'elle ne les connaît pas du tout, puisqu'en plus elle vient d'emménager dans cette région, donc elle débarque vraiment dans un endroit complètement neuf pour elle. Donc elle a vraiment aucune chance de les avoir croisés précédemment. Et donc on suit avec elle ce mystère qui s'instaure de jour en jour et les questions qu'elle peut se poser sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de si bizarre, qu'est-ce que j'ai de si bizarre pour qu'il m'arrive toutes ces petites choses. Voilà. Et donc on suit tout ça, alors c'est sur fond donc de vie très quotidienne et très actuelle. On est dans les années 2010, 2012, on est en France, on est dans un monde très réel, très réaliste. Et je parle donc beaucoup de musique aussi. C'est un livre qui est tourné beaucoup sur la musique. L'héroïne est violoncelliste de formation classique et j'aborde beaucoup la musique, aussi bien classique que moderne, que contemporaine, par différents biais. Voilà. Donc c'est une autre de mes passions, la musique, et c'est vrai que ça me permet d'allier les deux, à savoir l'écriture et la musique, en espérant faire découvrir parfois des chansons, des artistes nouveaux aux lecteurs. Voilà, donc pour pouvoir coller au rôle, j'ai pris des cours de violoncelle, voilà, parce que je considérais que si je voulais écrire une histoire avec l'héroïne qui était violoncelliste, il fallait que je sois capable de décrire les sensations et commencer de jouer du violoncelle. Alors j'ai la chance d'avoir fait 11 ans de musique à l'École nationale de musique dans ma jeunesse, donc j'ai quand même une base musicale assez costaud, on va dire. J'ai fait beaucoup de musique et donc un de mes petits fantasmes depuis des années, c'était de jouer du violoncelle, et je me suis dit c'est la bonne occasion pour s'y mettre. Donc j'ai pris des cours de violoncelle et ça m'a permis de vraiment ressentir d'une façon pas seulement de l'écoute, mais aussi physique, ce que c'est qu'un instrument qu'on pose comme ça contre soi, qui est assez massif, qui a une vibration, une sonorité vraiment exceptionnelle. Et donc j'essaye de faire passer tout ça, sans être non plus trop long dans le roman,
Donc c'était une belle expérience d'écriture et musicale aussi pour moi, parce que ça m'a permis de découvrir des nouveaux horizons. Est-ce que tu as d'autres actus que tu voudrais nous faire part ou c'est encore trop secret? Oh bah non, il n'y a rien de secret. Au mois d'août, avant Phoenix, j'ai un petit livre qui sort dans la collection Syros et Minisoon. J'avais déjà publié À la poursuite des Humides dans cette collection. Et donc les poursuites des Humides, c'était sur le thème des mutants. Et là, dans la même collection qui aborde par petits livres un thème spécifique de la science-fiction, là j'aborde le thème des extraterrestres. Voilà, donc là c'est l'histoire d'un jeune garçon collégien qui reçoit sa correspondante extraterrestre. Voilà. Donc ça va s'appeler Moi je la trouve belle. Et puis en novembre, une grande nouvelle pour les fans qui l'attendent avec impatience, il y a La Quête des livres mondes qui ressort en entier chez La Talente. Parce que j'avais publié le tome 1, j'ai publié le tome 2 qui a été épuisé très rapidement et donc il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu entre les mains. Le tome 3 n'est jamais sorti en raison de problèmes avec Intervista qui s'est arrêté comme ça au milieu de la publication de la trilogie. Il a fallu que je me batte pour récupérer les droits des livres et c'est fait. Et La Talente, gentiment, et qui me fait confiance et qui m'accompagne, republie la trilogie complète. Donc je sais que la chose imaginale, il y a encore plein de gens qui viennent me voir pour me demander quand est-ce qu'il y a la suite qui paraît. Donc ça y est, c'est sûr et certain. En novembre, La Talente republie la trilogie complète. Ce seront les mêmes couvertures, donc au niveau visuel, ça ne changera rien. On reste vraiment, voilà, même texte, même couverture. Les fans s'y retrouveront. Ok, j'ai une question beaucoup plus générale qui va peut-être te sembler trop large pour le coup. C'est pourquoi tu n'as fait que de la jeunesse pour l'instant, ou alors à la limite de l'ado adulte pour le dernier bouquin, mais est-ce que tu as vraiment envie d'écrire pour la jeunesse ou c'est venu comme ça? Non, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. En plus, j'ai tellement d'adultes qui lisent mes livres que j'ai pas du tout l'impression d'être isolée dans une bulle ou dans une sphère à part. J'aime bien l'idée de pouvoir toucher justement tous les publics. Pour moi, la littérature jeunesse, ce n'est pas de la littérature réservée à la jeunesse, c'est une littérature ouverte à tout le monde, dont la jeunesse. C'est plutôt comme ça que je la vois. Donc ça ne m'empêche pas d'écrire des livres comme j'en ai envie, d'aborder des thèmes comme j'ai envie de les aborder, sans me censurer, sans me donner l'impression de me limiter parce que ça s'adresse à la jeunesse. Et puis j'ai cette chance d'avoir des jeunes qui me lisent et d'avoir énormément d'adultes aussi, donc je ne suis pas du tout frustrée par ce côté tampon, tu es auteur jeunesse. Non, je suis auteur pour tout le monde. Voilà, j'écris les livres que j'ai envie d'écrire et après si ça plaît aux gens, quel que soit leur âge, tant mieux. Si ça leur plaît pas, tant pis, hein, mais voilà, je me sens pas du tout enfermée ni cataloguée. Alors après, peut-être qu'un jour je viendrai à la littérature, ce qu'on dit adulte, parce que c'est un peu moins réservé à la jeunesse. Mais pour l'instant, je me sens vraiment pas frustrée. Hein. Je pense que j'arrive à mettre assez de richesse dans mes textes pour pas avoir l'impression d'être cloisonnée du tout. Dernière question, j'ai envie de revenir un petit peu sur Dorégon, parce que c'est celle qui m'a beaucoup plu personnellement. Je voulais savoir si c'était possible de répondre déjà. Où est-ce que tu as pu trouver autant d'imagination concernant par exemple l'imbiote? Je te laisse expliquer après aux auditeurs ce que sont les limbiotes, entre autres. Voilà, le fait de faire des mondes parallèles, bon ça c'est déjà vu, mais l'idée des bulles aussi, des bulles mondes, enfin voilà, c'est une super idée je trouve, donc je veux savoir un peu comment ça t'était venu. Le début du livre m'est venu, j'ai rêvé, voilà, ça fait un peu le syndrome Stéphanie Meyer qui a rêvé sa scène de la clairière avec Edouard Cullen et Bella Swan, mais cela dit c'est la vérité, j'ai rêvé d'une scène qui est écrite dans le livre. C'est la rencontre entre Mia et Josh dans la librairie. Donc Mia connaît déjà Josh, elle rentre dans la librairie et elle lui dit qu'elle l'aime, elle l'embrasse et lui ne la connaît pas. J'ai rêvé cette scène et quand je me suis réveillée, elle m'a assez perturbée pour que je me demande comment cette femme peut aimer cet homme alors que lui ne la connaît pas. Et ça m'énervait tellement d'avoir cette question, je me suis dit il faut que je leur invente une histoire pour comprendre comment une situation pareille peut se trouver. Alors c'est qu'un rêve, hein, on pourrait dire, moi je l'oublie, c'est pas grave. Mais il m'a énervé ce rêve, il fallait que je trouve la réponse à ma question. Et donc ça a été le point de départ du déroulement de l'histoire. C'est-à-dire que je suis partie de là, puis de là j'ai tricoté autour de ce rêve-là, l'histoire. Alors, les limbiotes, donc, qui sont des espèces de lynx télépathiques, symbiotiques, donc c'est pour ça que c'est lynx symbiote, ça devient limbiote.
L'idée m'est venue, déjà j'ai une grosse passion pour les félins de manière générale, les chats, il y en a beaucoup dans mes histoires, et des chats télépathiques, déjà dans les Clés d'Abel il y en a aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée, c'était l'auteur Cordwainer North-Smith qui avait écrit des nouvelles de science-fiction dans lesquelles lui aussi il y avait beaucoup d'histoires avec des chats télépathiques. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Ça vient de là, cette fascination pour ces animaux, et puis le fait qu'il y ait d'autres auteurs qui se soient lancés dans cette idée-là, que j'ai voulu écrire à ma façon, parce que voilà, donc là c'est pas des chats, c'est des lynx, et je voulais qu'on puisse rentrer en contact avec eux. Il fallait leur trouver une utilité, donc il y a les interstices qui se sont créés aussi là-dedans. Et puis alors après, la structure du monde d'Oregon avec ces interstices qui sont entre ces bulles d'univers par lesquelles on accède à travers les tableaux. Alors là, je ne peux pas vraiment expliquer comment je l'ai eu, je crois que ça se construit un peu tout seul au fur et à mesure que les idées s'emboîtent les unes dans les autres. Voilà. J'imagine que Mia rentre dans des univers à travers des tableaux, et ensuite quelle concrétisation physique je peux donner à ces mondes, et puis voilà, j'imagine ça comme ça me vient. Il n'y a pas de processus mental où je me mets en position du lotus à réfléchir, j'écris et ça vient. Voilà. Et voilà, ça s'est construit un peu de lui-même. Peut-être que d'Oregon existe pour de vrai quelque part. Et je l'ai visité en songe, j'en sais rien, mais oui, ça s'est vraiment créé un peu spontanément. Eh bien, c'est tout ce que j'avais comme question. Merci beaucoup, Karina. De rien.